441, il paraît que c'est un nombre déficient. Un peu comme certains chroniqueurs chez les technos. Que de 4. On enregistre le 4 du 4 2024 et c'est l'épisode 441. C'est tous ces 4, j'espère que ça porte bonheur. Un nombre déficient, Seb, c'est quoi? Alors, c'est un nombre entier naturel, jusque-là ça va, hein, oui. Qui est strictement supérieur à la somme de ses diviseurs stricts. Alors, en gros, les diviseurs de 441, c'est 1, 3, 7, 9, 21, 49, 63 et 147. Et si tu les additionnes, tu as 300, qui est inférieur à 441. D'accord. Merci Seb, qui participe donc à cet épisode 441 aux côtés de David. Bonjour David, qui n'est pas en Thaïlande, qui est revenu sous nos latitudes belges. Thaïlande, je regardais là tout à l'heure la température, enfin non, hier, j'ai regardé la température à 23h, 28 degrés, 34 degrés ressentis avec un taux d'humidité. À mon avis, tu dois voir passer des poissons à ce taux d'humidité-là dans ton salon, tellement il faisait humide. Donc t'as bien fait de venir ici, il fait tellement bon. T'es content d'être là. Bangkok, il fait plus chaud que ça. C'est 46 encore de plus ressenti aujourd'hui. Ah oui, la ville en plus, ça, le ressenti est encore plus... 40 la nuit. Plus présent, super. Donc il passe, quand il fait trop chaud, il vient en Belgique. En Belgique, alors je ne sais pas vous, mais c'est un peu le sujet du moment. Samedi, on va avoir du soleil. Oui, on va avoir un peu de soleil. C'est nuages et soleil, et des températures qui vont aller jusqu'à 25 degrés. Mais juste un jour. Le lendemain, c'est 15. Juste un jour, oui, d'accord. Donc, tout le monde se prépare à avoir notre jour de soleil. Il faut qu'on arrête tout de suite de parler météo, ça ne va pas du tout. C'est un podcast technologique qu'on vous propose chaque semaine avec un dossier qui vient en seconde partie. On va parler rétro gaming avec mes petits camarades, rétro gaming et émulation, parce que ça va sans doute de pair, on va dire. Ça va être super intéressant. On parle pas souvent jeux vidéo chez nous, et on parlera pas nécessairement jeux vidéo en tant que tel, mais comment ça se passe, d'où ça vient, pourquoi il y a cet engouement pour le rétro gaming, engouement qui est déjà là depuis un certain temps, hein, il faut bien le reconnaître, mais malgré tout, voilà, il y a plein de questions qui nous viennent à l'esprit, et certainement à vous aussi, donc on essayera d'y répondre dans ce dossier en seconde partie de l'épisode, puisque la première partie est occupée, vous le savez, par notre revue de presse, en tout cas on appelle ça comme ça, c'est mes petits camarades qui font leur veille technologique tout au long de la semaine et épinglent des sujets qui les intéressent et qu'ils ont envie de partager avec vous, avec moi, lors d'un épisode. Cette veille, vous pouvez la suivre également via certains réseaux sociaux. J'ai certains réseaux sociaux parce que déjà on a arrêté de nourrir le réseau social d'Elon, hein, ça, on va arrêter, c'est bon. Sur Facebook, là, c'est eux qui veulent pas toujours de nous parce que publient des articles sur Google et ça coince manifestement, donc ils sont pas contents, et donc on se retrouve sur Mastodon, on se retrouve sur je sais plus quoi, sur d'autres réseaux, on va dire, et là vous pouvez nous trouver. Voilà. Mais par ailleurs, vous trouvez tous les liens utiles sur notre site lestechno.be. Là, tout se trouve là et vous nous retrouverez sans aucune difficulté. Sébastien, lève le doigt avant que je lance la première lettre. Oui. Au rythme où ça va, la saison prochaine, vous nous retrouverez dans les cours de récré sur des clés USB échangées sous le manteau. Non, parce que on est des vieux cons. Ce sera sur cassette audio. et avec ça, démerdez-vous. Ce sera comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc notre revue de presse est un abécédaire et ça commence par... La lettre A comme Amazon. Amazon. On se rappelle, on avait parlé évidemment de ça, comme toute la presse technologique. Vous savez, ces magasins sans caissier, sans caissière. Vous rentrez dans le magasin, vous allez dans les rayons, vous vous servez, vous prenez le truc, vous sortez du magasin et votre compte, vous recevez la note quelques temps plus tard, et on va comprendre pourquoi quelques temps plus tard, vous recevez la note, vous êtes facturé, payé automatiquement, magique, génial, haute technologie, ça fait rêver. Il y a pas d'autres mots. On a appris que c'était pas si rentable que ça. Finalement, se passer des caissiers, il y a des coûts cachés, Seb. Oui, et alors c'est amusant parce que ça a quand même déjà un certain temps, et effectivement, comme toute la presse, on l'a relayé, cette news en disant « Waouh, c'est génial ce qu'ils ont réussi à faire, hein. Tu prends ton yaourt dans le
dans le frigo du magasin et tu sors et t'as payé ton yaourt. Ouais. Parce que tu as été reconnu, etc. Donc tout de manière automatique parce que tu as un compte Amazon. Hein. Donc ça paraissait assez extraordinaire ce qu'ils avaient fait comme tech. Et donc il y a vraiment toute une partie du secteur retail qui s'est dit bah waouh, Amazon, c'est les gars qui viennent du web et ils sont en train de tout révolutionner. Et donc, il y a pas mal de boîtes qui ont essayé de copier ou d'essayer de faire des choses tout aussi poussées en disant c'est génial, c'est là qu'on va aller. Et Amazon a retiré la prise du Just Walk Out, donc de cette fameuse techno dans leur magasin alimentaire. Donc l'Amazon Fresh qu'ils avaient racheté. Alors pourquoi est-ce qu'ils l'ont retiré? Parce qu'en fait, normalement, c'est les caméras qui analysaient ce que vous preniez et qui vous étiez pour pouvoir vous le facturer. Techniquement, c'était pas tout à fait. Il y avait les caméras, mais c'était pas vraiment un soft derrière qui tournait pour l'analyser. Il y avait des trucs qui l'analysaient, hein. C'était une partie automatisée, mais il y avait surtout un millier d'Indiens derrière qui surveillaient pour effectivement s'assurer que. Faites de bons comptes. Il y a les articles, et ça, l'autre Sébastien nous l'a bien fait remarquer, il y a des articles qui sont plus radicaux que d'autres. Un article nuancé, et c'est lui qui me le dit, hein, je n'invente rien, et ce serait dans Le Monde, on vous mettra sans doute le lien aussi. Magasin sans caisse, Amazon fait marche arrière, et explique pourquoi ils font marche arrière, parce qu'évidemment, payer 1000 mecs pour contrôler ce que vous avez pris dans le rayon, ça coûte plus cher que payer des caissiers. C'est pas nécessairement rentable. Donc voilà, et là, tout est expliqué. Il y a de la technologie quand même derrière, hein. C'est pas une technologie Potemkin, voilà, ils se sont pas foutus du monde, mais ils ont prévu des contrôles. C'est ça, mais ils avaient prévu le contrôle, et ça c'est plutôt sain. Ils se sont pas dit bille en tête, on va faire le truc et ça a marché tout seul, et puis après on rajoute des mecs pour contrôler parce qu'on a perdu des sous. Là ils avaient prévu le truc et ils se sont rendus compte que leur technologie elle est pas encore aboutie, peut-être que ça viendra, mais que là dans l'immédiat c'est compliqué. Si tu me laissais dérouler, j'allais les défendre un petit peu. Je n'en doute pas, mais c'était pas mon but n'était pas de défendre, c'était juste de contextualiser. Mais je t'en prie. Mais oui, défendre. Enfin, c'est parce que voilà, j'aime pas trop la manière dont ils sont cloués. Alors, ils sont cloués au pilori, le truc était nul. Il y a une techno, elle était parfaite. Non, elle s'améliorait. Bah oui, certainement. Et il faut un certain temps. Il aurait fallu encore probablement des années avant d'arriver à quelque chose de parfait. Mais le business model d'Amazon n'était pas spécialement de faire de l'argent sur. Bien sûr, ils essaient de faire de l'argent sur tout, mais sur ces chaînes, c'était de prouver que le truc fonctionnait pour pouvoir le vendre à d'autres. Oui, c'est ça. Et récolter des données aussi, parce que c'était un peu l'idée. Enfin, Amazon, comme toutes les boîtes tech, l'idée c'est aussi de récupérer quelques informations sur les utilisateurs, sur quels sont leurs choix. Voilà. Toi qui viens sur le site d'Amazon et qui regarde les mini-jupes, qu'est-ce que tu manges par ailleurs? Ça remplit encore le Qu'est-ce que tu manges quand tu regardes les mini-jupes? Je sais pas, mais j'ai l'impression que ce numéro va complètement déconner. Non, mais c'est une donnée en plus sur ta consommation, c'est ça que je veux dire. Je ne consomme pas de mini-jupe, monsieur. Non, mais c'est... Moi, je ne consomme pas de cette part-là. Fais la bête. Et donc leur business model, c'était de pouvoir le proposer à d'autres retailers en disant, ben voilà, on peut vous aider à passer dans le 23e siècle, dans les films de science-fiction. Et en fait, ils se sont plantés sur plusieurs points là-dessus. Le premier, c'est effectivement, il y avait encore des humains, donc il fallait les payer, hein, et donc ça a un coût important. Et le deuxième, c'est qu'ils sont arrivés chez les retailers, ils disent, vous avez vu, c'est génial. Et les retailers ont dit, donc les retailers, c'est pas évident pour moi, c'est donc les grandes enseignes de magasins. Ils ont dit, non, on veut pas travailler avec toi parce que toi, tu es notre concurrent direct et t'essayes d'imposer quelque chose qui va nous mettre, qui va nous imposer une techno, et après on sera pieds et poings liés à Amazon parce qu'on saura plus rien faire. Donc voyons Amazon comme un concurrent direct. La plupart des boîtes ont refusé de travailler avec eux. Donc c'est un peu là qu'ils se sont plantés. C'est que c'est difficile pour eux d'imposer ce genre de techno.
Il y en a un seul qui les avait suivis, c'était Starbucks, qui a fait quelques magasins et un hôpital, mais en dehors de là, à la marge, il y a eu aussi quelques startups très localisées. Il me semble qu'il y en avait une en Belgique ou en France, je sais plus, qui s'était lancée un peu solo sur ce type de technologie aussi. On n'a pas de nouvelles. Hein, voilà. Est-ce que c'était celle d'Amazon qu'ils ont introduit? Enfin, je sais pas. Mais c'était en tout cas l'idée, était la même. Mais moi, quand je vois déjà dans les grandes surfaces, vous savez, le système de paiement où on le scan self ou le self-scan, c'est des magasins, ça dépend des trucs. On a quand même encore regardé sur le côté des caisses avec des gentilles personnes sympathiques qui te sourient et qui te disent bonjour et au revoir, quoi. Alors, l'enchaînement est juste parfait. Effectivement, on en a toujours gardé. Et c'est ma conclusion sur ce sujet, c'est que tu as ça dans un certain nombre d'enseignes, et si tu fais attention avec les années, ça a plutôt tendance soit à diminuer, soit à disparaître. Pourquoi ? Parce que c'est le consommateur qui semble faire un choix, et cette fois-ci un choix positif, dicté par le social, c'est qu'il veut faire travailler la caissière. C'est pas qu'on a envie d'emmerder cette pauvre caissière, c'est que quand on scanne les courses, pendant ce temps-là, on a 2 minutes un échange social avec la petite dame ou le brave gars de l'autre côté qui est en train de faire bip bip avec les produits. Et pour certaines personnes, c'est malheureusement un des seuls échanges sociaux qu'ils ont, c'est d'aller faire leurs courses et d'avoir le gars en face. Et donc, pour certaines catégories de personnes, je suis d'accord, oui. Voilà, l'humain semble avoir préféré. Alors, je dis pas qu'on n'utilise pas les caisses automatiques. Hein. Parfois, t'es dans le rush, t'as envie de scanner 3 articles et t'es très pressé. Oui, donc les gens l'utilisent. C'est rare. C'est quand même assez rare parce que la plupart du temps, parce que c'est mal peut-être configuré, qu'on est à un moment charnière, il y a plus de monde au self-scan que de monde aux caisses. Et donc, du coup, c'est plus facile. Moi, j'ai toujours passé, enfin, en tout cas, mon cas n'est pas un autre et je vais pas vous raconter ma vie, mais en tout cas, moi, j'ai une expérience heureuse avec les caissiers, les caissières. Et j'en suis très heureux, voilà. Et je considère que si je dois scanner moi-même mes produits, à ce moment-là, le magasin me doit un peu de sous parce que je fais le travail de quelqu'un qui est payé pour normalement. Tout à fait, mais donc il y a des chaînes qui font marche arrière là-dessus. Il y a eu quelques annonces ces derniers mois. Voilà, on n'en fait pas étage ici parce que c'est pur business. Il n'y a pas de techno là-dedans, mais il y a de la marche arrière sur cette forme de digitalisation ou d'automatisation. Donc, voilà, les gens aiment bien les gens. Ce qui, je trouve, c'est positif. Ouais, moi aussi, je trouve que si ça doit être la conclusion, je préfère que ce soit celle-là. Voilà. Mais bon, effectivement, je pense que c'était le mérite d'Amazon, entre guillemets, c'est d'avoir fait en sorte qu'on ait des choses à dire avec ce système et que la presse a pu, ça fait avancer le schmilblick. C'est fait, on l'a fait, ça n'a pas marché, on passe à autre chose. Et voilà. Il y a plein de boîtes qui font du coup des évolutions, ils font pas aussi loin qu'Amazon, mais ça fait avancer le secteur du retail. Bien sûr, c'est très bien. Par essai-erreur, on finit par arriver. C'est la culture de l'échec, elle est très européenne. Hein. Par ailleurs, ils ont, comme tu disais, tiré des conclusions certainement très positives de leur expérience qui leur serviront dans d'autres déploiements, d'autres développements dans le futur. Tant mieux, j'ai envie de dire. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez chez vous, hein, mais n'hésitez pas à donner un petit commentaire sous cette vidéo si vous nous regardez sur YouTube ou sur notre blog lestechno.be. Lettre B comme backdoor, et c'est avec David que nous allons parler de employé de backdoor et d'un employé de Microsoft qui découvre accidentellement une faille de sécurité qui aurait pu causer l'effondrement de Linux au niveau mondial. Rien que ça. Quel est le contexte, David ? Le contexte, donc, c'est un développeur de chez Microsoft qui s'appelle Andres Freund, qui était en train de faire des benchmarks et il se demandait, tester la vitesse de certaines choses. Et il se disait, il y a un problème, c'est qu'il y a un délai d'une demi-seconde, de 500 millisecondes, pour faire une connexion en SSH. Alors SSH, c'est ce qui permet de se connecter en console d'un serveur sur les serveurs. C'est également utilisé pour les transferts sécurisés en arrière. Et lui, il s'est dit, il y a quelque chose qui n'est pas clair dedans. Il a regardé l'utilisation de son processeur. Il a vu que c'était un petit peu plus haut que ça se devait. Et il a vu qu'il y avait le service SSHD qui utilisait du temps processeur. Alors, il a creusé.
parce que il ne voulait pas laisser là comme ça, et il a trouvé une faille de sécurité. Donc on appelle ça en français une porte dérobée. Je connaissais pas le terme, je l'ai appris cette semaine. Qui a été intégré dans l'utilitaire XZ, qui est un utilitaire de compression de fichiers sans perte, qui est présent dans quasiment toutes les distributions de Linux existantes. Et donc ce backdoor était vraiment à deux doigts d'être intégré dans les distributions Linux Debian et Red Hat. Et il faut savoir que les autres allaient suivre et que ça aurait pu causer l'effondrement de l'écosystème Linux, parce que c'est vraiment quelque chose qui était très 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 dangereux. Alors c'est une attaque qui était planifiée, préparée de longue date. C'est un travail de 3 ans par une personne très compétente, une ou plusieurs. Donc c'est un scénario du cauchemar, comme on dit. Alors pour expliquer la petite histoire, c'est un développeur qui se surnomme JAT75, qui a fait en 2021 un tout premier commit. Ça veut dire un commit, c'est en open source. On peut proposer des modifications, des corrections, mais il y a certains développeurs qui sont les développeurs qui sont autorisés à accepter ces modifications et les publier. Et donc il a eu un complice qui a discuté donc sur les forums de discussion de ce projet, qui s'appelait Gigar, qui n'avait jamais été vu avant non plus, et ils ont parlé d'un autre développeur qui était un développeur de longue date, en disant oui, ça fait longtemps qu'il n'a pas mis à jour la librairie XZ, on devrait mettre à jour plus souvent. Et avec le temps, ils ont fait pression pour amener un nouveau développeur qui est JAT, qui s'est infiltré dans le réseau et qui a après presque 2 ans réussi à faire le premier commit sur l'utilitaire XZ en tant que développeur attitré au projet. Ce mois de février, il a fait des commits pour les versions, pour ceux qui veulent vérifier et qui n'ont pas une version compromise, 5.6.0 et 5.6.1, où là, il y avait le backdoor qui était intégré de manière très discrète. Il a fait appel aux développeurs de Ubuntu, Red Hat et Debian pour faire la mise à jour la plus rapidement sur leur distribution. Et voilà, il y a plusieurs distributions de Linux où c'est passé dedans, dont les distributions bêta et les distributions pour la Fedora, c'est Rawhide, qui contient toutes les dernières mises à jour. Beaucoup de développeurs utilisent ces versions-là parce qu'ils veulent tester, ils veulent avoir les dernières mises à jour. Alors, on se demande comment ça se fait qu'un utilisateur de compression accède à le SSH. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans plusieurs distributions de Linux, on a un systemd qui est un système de gestion dans le système, qui lui est connecté à la librairie LZMA, qui est la librairie utilisée par XZ. Il est connecté à SSHD, et donc via ce système-là, c'est comme ça que XZ pouvait avoir accès à SSHD, et potentiellement ça aurait permis à toute personne qui avait une clé prédéterminée, donc qui était codée dans le système, de pouvoir uploader des fichiers et les exécuter à distance sur n'importe quelle machine. Est-ce qu'on sait quelles étaient in fine, les intentions du fameux JAT75? Il travaille pour quelqu'un? C'est pour son compte personnel? Une organisation? On n'en a aucune idée. On n'en a aucune idée, on ne sait pas qui il est, et étant donné qu'il a préparé le travail depuis longtemps, il attendait probablement que ça soit dans toutes les distributions Linux pour lancer les attaques et pas les lancer. Donc il n'y a aucun fichier qui a été uploadé sur des systèmes qui a pu être détecté parce que il attendait de frapper au moment où tout le monde était contaminé.
C'est presque de l'espionnage, hein, parce que c'est un espèce d'agent dormant qui est arrivé à s'infiltrer quelque part dans les arcanes du développement et des mises à jour de Linux. Sébastien, je me tourne vers toi. Il me semble me souvenir d'il y a quelque temps où il y avait déjà eu un truc un peu similaire avec quelqu'un qui s'était aussi infiltré dans une entreprise, si je me souviens bien, qui attendait son heure, hein, comme on vient de dire, et qui codait des trucs très bons professionnels, très gentils et tout, mais malgré tout, avec des côtés sombres. Ouais, ici alors, vraiment, pour le moment, la communauté estime qu'on est sur un coup de chance que l'ingénieur de Microsoft ait vu et découvert le souci avant qu'on aille trop loin, parce que c'était que dans la distribution instable et en test. Néanmoins, si vous ouvrez pas normalement un serveur de production, on n'ouvre pas le SSH non plus vers l'extérieur, on est caché derrière un VPN. Ouais. Donc voilà, la plupart des machines n'auraient pas été atteintes, mais la manière dont c'est fait, on en a beaucoup discuté au boulot entre tech en se disant c'est quand même, c'est pas quelque chose qui est fait par un pirate juste pour le plaisir, comme ça, en quelques jours. C'est pas un truc, tu vois, les groupes organisés. C'est pas un challenge, c'est pas un truc de genre, après je me mets le médaille, regardez, je suis arrivé à faire ça, les gars. Non. Non, c'est vraiment un truc construit sur du long terme. Il faut les moyens, il faut un objectif, parce qu'ils ont fait une technique comment dire, ils ont poussé sur le développeur, parce qu'ils n'étaient pas développeurs principaux, ils sont rentrés sur le projet, mais pour être acceptés sur le projet, ils ont créé plein d'autres comptes qui faisaient des petits trucs, qui ont dit, t'as vu, celui-là il faut le rajouter, celui-là il faut le rajouter. C'est pas opportuniste, c'est pas genre, tiens, on m'a laissé la porte ouverte, je suis rentré, j'ai déposé un truc. Il a vraiment du relationnel. Voilà, la probabilité, soit étatique, c'est soit une grande firme de sécurité qui a fait il y en a une ou l'autre à laquelle on pense. Peut-être des États aussi. Hein, mais la probabilité est plus vers un État, où là, oui, pour moi, il n'y a aucune preuve. Hein, on ne sait pas. Là, c'est juste de la supposition. Mais ça ressemble plus à des États pour se dire, je vais avoir des moyens de pression sur certains systèmes, parce que comme ça, je pourrais rentrer dedans. Et depuis que le mec de Microsoft a trouvé ça, il y a plein de petites voix qui s'élèvent un peu partout en disant, ah mais un jour aussi chez nous on a fait beaucoup pression pour rentrer un développeur dans le projet et on l'a refusé. Et donc les points se connectent un peu chez tout le monde en disant, c'est une technique qui a été utilisée pas juste sur un projet, il y en a plein d'autres. Donc en même temps il y a un petit moment de panique en disant, mais il y a peut-être d'autres projets où ils y sont arrivés. J'ai envie de dire que même, après on passe au sujet suivant, parce qu'on est un petit peu long déjà sur ces deux premiers sujets, mais j'ai envie de dire que dans une entreprise aussi, que ce soit public ou privé, ça veut dire que l'engagement d'un profil technique de ce calibre-là peut poser des questions, va peut-être un jour demander des enquêtes de fiabilité, de savoir d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites, etc., parce que c'est peut-être faire rentrer le loup dans la bergerie, quoi. Les pires attaques viennent de l'intérieur. Oui, c'est ça. C'est toujours le moi, problème. c'est ce que j'ai toujours entendu aussi, c'est que le problème en entreprise pour la sécurité informatique est souvent entre la chaise et le clavier dans l'entreprise. Donc, soit par erreur, soit par malveillance, quoi. Il y a quelques centaines d'années, c'était plus ou moins la même chose, hein, dans les châteaux forts. Les attaques les plus virulentes venaient de l'intérieur. Hein. Cheval de Troie, quoi. Donc, voilà. Passons, mais là c'est physique, hein, c'est le vrai cheval de Troie. Passons à la suite. La lettre I, c'est la suite. I comme incognito, Toto. I comme incognito, Seb, le mode incognito portera enfin bien son nom. C'est le fameux mode incognito de Chrome, c'est ça? Yep. Et alors, je vous ai peut-être presque un peu menti sur le titre, mais je vais m'expliquer. C'est que donc le mode incognito, c'est quand tu veux aller voir un site que tu veux pas qu'on sache que tu visites le site. Hein, pas comme le site des technos où tu peux y aller, tout le monde peut le savoir. Voilà, a priori. Mais non, le mode incognito, donc t'as pas envie, donc tu ouvrais une nouvelle fenêtre et normalement, tout ce que tu fais sur cette fenêtre, on t'assure que ce n'est pas enregistré. Alors effectivement, c'est pas enregistré au niveau du navigateur, sauf que on s'est rendu compte, hein, on a déjà parlé dans certains sujets par le passé, que Google, mode incognito ou pas,
s'en foutaient, ils continuaient à sauver et à analyser ce que tu faisais. Donc, ils ont collecté énormément de données et les utilisateurs s'en sont rendus compte en disant bah tiens, dans mon historique, je vois quand même des choses où tu es en train de sauver, alors tu es en train de dire que je suis incognito, mais en même temps, pas tant que ça. Donc, ils se sont pris un class action, ils ont perdu, ils font leur mea culpa, etc., etc. Ça fait quand même, ils ont une plainte, une action collective depuis 4 ans et ça se négocie. Et Google a enfin, il y a un premier point qui arrive enfin sur le tapis, c'est que Google s'est engagé à supprimer toutes les données historiques que eux ont collectées, alors que les utilisateurs étaient en mode incognito. Je me pose quand même la question, comment ils vont identifier que les données qu'ils ont collectées sur ton profil, tu étais en mode incognito, c'est qu'en plus, ils savent que tu es en mode incognito. Donc, déjà, les gars... oui, enfin, c'est comme quand tu refuses les cookies, c'est pareil. Voilà. On garde en mémoire que tu as refusé les cookies. C'est quand même particulier. Donc, et c'est difficile de faire autrement. Mais donc là, ils vont les supprimer, sauf que on n'est pas encore très sûr du futur. Donc, quand je dis maintenant, il portera bien son nom, non, il portera bien son nom pour le passé. Mais pour le futur, rien n'est moins sûr, parce qu'ils ont modifié la version de Canary, donc le Canary sera chanté, mais donc sa version instable de Chrome. Pour ceux qui écoutent de France, Canary sera chanté, c'est une petite gaïole, c'est une petite chanson bien wallonne. Et donc la version de Canary, c'est que elle affiche maintenant un petit avertissement en disant attention, votre activité pourra rester visible par les sites web que vous consultez. Bah oui, ça évidemment. Et un deuxième petit avertissement qui dit ça ne changera pas les données, la manière dont les données sont collectées par les sites web que visités et par les services utilisés, y compris ceux de Google. Donc, il y a un sous-entendu, Google va continuer à les collecter, mais maintenant ils vont te l'avertir. Ouais, il y a ça. Alors, moi j'ai toujours pensé quand même que le mode incognito, enfin, parce que je connais peut-être un peu le fonctionnement du truc, mais je pensais honnêtement que le mode incognito était mal nommé et était plus un mode que tu utilises quand tu partages ton ordinateur, par exemple, avec les enfants, et que tu veux pas que les enfants voient ton historique. Voilà, et ne sache pas sur quel site tu as été. Par exemple, si tu vas sur le site de ta banque. Mais ça n'a pas été vendu comme tel. Mais voilà, c'est ça. Ils ont été un pas plus loin, et c'est le pas de trop, en fait. Donc peut-être qu'effectivement, c'est pas le mode incognito, c'est le mode sans trace. Mais c'est pas tout à fait ça non plus. C'est pas tout à fait ça non plus, parce que je pense que si tu télécharges depuis le mode incognito un fichier, par exemple, il va le mettre dans un répertoire qui est accessible par tout le monde sur la machine. Et, donc, voilà. Bon, il surfe entre le navigateur classique et Tor. Mais Tor n'est pas incognito totalement non plus, t'as un historique. Non, mais Tor, ça, Brave, dans sa version qui utilise Chromium par ailleurs, a rajouté aussi la possibilité d'être incognito, et t'as incognito avec Tor. T'as pas tort. Si je puis dire. Mais voilà. Ça va pas vite, par contre. Ah non, là, il faut choisir le site que vous allez visiter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas de photos, il ne faut pas de vidéos, il faut vraiment... voilà, c'est parce qu'il n'y a rien qui passe. Mais voilà, c'est autant le savoir. Si vous avez des problèmes avec l'incognito de Google, je sais qu'on va avoir un commentaire. Moi, j'utilise Firefox. Bah oui, utilisez Firefox. Il y a aussi... Et là, en fait... Ils l'ont nommé bien mieux, ils ont fait un onglet de navigation privé. Ils n'ont pas dit qu'il était complètement inconnu, elle est privée. Donc il est juste privé, il est privé à cet onglet, tu ne sauras pas l'historique. Je trouve le terme est beaucoup mieux choisi. Tout à fait, ça ment pas sur la, voilà, ça ment pas sur la promesse, c'est parfait. On avait dit combien de pourcents d'utilisateurs encore de Firefox? On va se faire mal 2 secondes. Beaucoup plus maintenant. Maintenant qu'on vient d'en parler, ça vient de... Oui, mais ça va... c'est 0 x 2. T'as 3% d'utilisateurs, 4% d'utilisateurs. Ouais, pas grand-chose. Mais ça va remonter, Croisons les doigts. On est avec vous, les gars. LTC, parce qu'on est à la lettre L, on a fait un bond en avant, les amis, mais fabuleux. LTC, je ne sais pas de quoi cet acronyme est fait. Quelle heure est-il sur la Lune? C'est la question qu'on peut se poser, et je sais qu'il y a des réponses qui commencent à s'établir, parce que ça a été demandé, David.
Ça a été demandé, comme vous le savez tous, c'est un peu de nouveau la course à la Lune pour l'instant. On en a parlé dans les épisodes précédents, cette mission lunaire qui a échoué, mais malgré tout, on veut remettre des hommes sur la Lune et c'est prévu pour septembre 2026. Alors, il y a un petit souci, c'est que sur la Lune, le temps n'est pas le même qu'ici. Je parle pas de la météo. Je parle de la vitesse à laquelle le temps s'écoule. Ouais. Alors, en raison de la gravité et de la vitesse, il y a un effet relativiste de dilatation et de contraction du temps, ce qui veut dire que un jour sur la Lune est plus long de 58,7 est plus court de 58,7 microsecondes par jour. D'accord. Et ça se ressent. Plus long. Alors, bon, parce qu'on n'est pas payé pareil sur la Lune, du coup. Ça peut sembler assez anodin comme ça, mais il faut savoir que tous les systèmes de géolocalisation, les GPS et tout ça ont besoin d'une très grande précision et que 58,7 microsecondes correspond à 17 mètres de différence à la vitesse de la lumière. La problématique, c'est que la NASA prévoit donc d'envoyer des hommes sur la Lune. On prévoit de créer une base sur la Lune permanente en vue d'aller sur Mars et que ça va être très bientôt. Alors la Maison Blanche a commandité la NASA pour que d'ici 2026 on mette au point un Coordinated Lunar Time, LTC, donc ça veut dire une zone spéciale Lune. On ne sait pas exactement encore ce qu'ils vont faire parce que la nouvelle est tombée aujourd'hui. C'est un mémo qui a été découvert par Reuters, qui a sorti cette nouvelle en premier. Et ça va permettre de pouvoir avoir un temps qui est probablement orchestré par rapport à la Terre. Alors pour donner une idée, les GPS qui sont en orbite autour de la Terre, eux, ils ont deux effets parce que eux, ils vont très vite. Ils bougent très vite autour de la Terre, ils sont plus en altitude, donc ils ont l'effet de la vitesse. Tu vas me dire, la Lune va aussi relativement très vite autour de la Terre. Eux, ils ont une dérive c'est dans les 38 microsecondes par jour. Et pour corriger ça, les horloges atomiques qui sont ultra précises, qui sont embarquées, sont faussées de manière volontaire pour qu'elles aillent un petit peu plus lentement, pour que quand le satellite GPS est en orbite, que pour la Terre, son heure aille à la même vitesse que chez nous. Il y a des stations au sol qui corrigent éventuellement les heures. Donc voilà, on va avoir une time zone qui sera le temps lunaire. C'est rigolo parce que moi, il me semble qu'on avait parlé de ça il y a déjà quelques temps et que la NASA travaillait, ou la NASA ou un autre organisme, je ne sais plus lequel, qui travaillait justement sur la mise en place d'un GPS sur la Lune. Et donc forcément, il faut une base de temps commune entre les différents satellites ou les différents émetteurs, parce que finalement, ça pourrait être aussi sur des tours ou sur des promontoires ou que sais-je, c'est pas mais par contre, la base de temps, elle doit être commune. Donc, c'est que quelque part, il y avait déjà là derrière une idée de base de temps, Lune, il va falloir faire un truc. On peut pas arbitrairement dire on va prendre l'heure de New York, quoi. Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Et maintenant, ça va être un fuseau horaire. Et voilà, ça va être un fuseau horaire de plus. Qu'en pense Seb de ces considérations lunaires ? Bah écoute, moi j'ai appris des choses en écoutant ce podcast. Moi je suis content, ma soirée n'est pas perdue, tu vois. Comme ça chaque semaine, t'imagines ? C'est dingue, tu vois. Et donc je suis le deuxième auditeur parce que tu es le premier. Et donc j'ai appris des choses. Merci David, je trouve ça vachement intéressant. Après voilà, c'est un petit peu loin des problèmes de la vie, hein, ça, soyons clairs. Hein. Mais en même temps, c'est comme tout ce dont on parle la plupart du temps, tout ça est indispensable. C'est ça. On est tous voilà. Mais les mecs qui passent le temps pour trouver une solution parce qu'il y a un problème technique, voilà, moi je trouve ça super intéressant. C'est vrai. Ouais, c'est bien. Mais les GPS c'est utile, donc c'est la même problématique exactement.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est juste un autre contexte. Voilà. Maintenant, Pas mal. Ouais. est-ce que ce sera du GMT+1, GMT-1 ou Ça ce dépend de sera quel du côté. coup, centré sur les États-Unis. Ça dépend un petit peu où tu te situes sur la Lune. La face cachée, tout ça, c'est pas la même heure. Voilà, parce que la face cachée, quoi. Alors, s'ils pouvaient éviter... Ça, c'est ce qui s'appelle se faire couper la chic par le petit jingle qui nous annonce la lettre suivante. S comme surveillance. Termine ta phrase. Ah oui, je disais, s'ils pouvaient éviter de nous taper des fuseaux horaires avec des trucs genre plus 15 minutes comme ils ont fait sur la Terre. Parce que Oui, ça, c'est c'est ça. sympa, parce que dans le genre horaire de merde, on a en Belgique, Bah, à mon avis, en Europe. tant que ce sont des ingénieurs qui montrent sur la Lune, tu auras des trucs comme ça un peu farfelus. Hein. On est à GMT, non, GMT, ça ne pourra pas le dire non plus, mais on est à Caillou, moins 12 minutes et demi. Des clics. Ouais, un clic. Oui, c'est ça. Moins un clic, comme dans certains films. S comme surveillance, Seb, c'est toi qui causes pour parler de caméras de surveillance. Caméra, surveillance, Jeux Olympiques, Paris, France. Ah oui. Youpi, Putain, tout est tous les dit, tous les mots-clés mots-clés sont là. sortis. Char, voilà. Alors, c'est un scandale et alors, Un scandale. ouais. Allons-y. C'est un scandale, effectivement. Pourquoi ? Parce que pour la première fois dans l'espace public en Europe, nous allons utiliser nous allons utiliser un service de surveillance automatisé sur des images du public. Et alors ça émeut toute la presse franco-belge et certaines belges dont ça m'étonne assez peu sur la manière dont c'est traité, sans recul, sans nuance, rien. Caméra Juste surveillance, prison. Caméra de surveillance, c'est mal, c'est horrible. Et alors un seul point de vue. Le point de vue de certaines assos qui sont contre, mais alors là, pas un petit peu contre, mais 100% contre. Hein, on dit il n'y a pas d'analyse comportementale. Ah mais non, ça c'est pas celui-là, c'est l'autre. Est-ce que c'est un bon outil de sécurité ? Pour nous, la réponse est non. Voilà, ça c'est la quadrature du net qui s'énerve en disant on a mis des caméras pour la sécurité pour voir si ça marchait, ça marche pas, on en a mis plus, ça marchait pas, alors après faut pas arrêter, etc. Faut arrêter de déconner. Alors ça m'embête un peu cette vision très court-termiste sur cette techno sans nuance, parce que alors il y a la société qui est derrière qui dit effectivement ils ont réussi à faire un outil où on fait pas de reconnaissance faciale, on fait pas d'analyse comportementale, on fait pas de lecture des plaques, ils vont juste analyser les silhouettes. Alors après on va dire oui mais ça c'est ce qu'ils disent. Enfin après si on part sur ce principe-là, je veux dire, on peut tout remettre en cause dans un État, hein, et dans toutes les sociétés, et on est parti dans le parano complète. Donc les mecs nous assurent, après si on a peur, on demande de faire des audits, mais ils assurent qu'il n'y a pas de reconnaissance faciale, pas d'analyse, pas de machin, donc on est vraiment dans des systèmes où on fait juste que reconnaître des formes qui bougent, et dans quel but ? Et c'est ça qui est là, par contre, un peu le don de m'agacer, c'est ils recherchent des départs de feu, des mouvements de foule, le non-respect du sens de circulation, ça à la limite, mais et encore bien, une densité trop importante, et puis une personne au sol, un colis abandonné, la présence ou l'utilisation d'une arme, et à partir du moment où il y a ce genre de détection, ça déclenche une alerte pour que les mecs qui sont en train de regarder les vidéos aient l'attention attirée sur « Attention, il y a peut-être un truc que t'as loupé, il se passe quelque chose. » Ou il y a un gamin qui est tombé, il va se faire écraser par une foule, au secours. Et ça énerve les gens, c'est liberté individuelle. Est-ce que c'est là qu'on retrouve les 1000 Indiens ou pas ? Peut-être qu'Amazon pourrait les refiler à la France. Et alors ces événements et ces risques qui sont définis, ces risques graves qui sont définis par la loi en France, et effectivement c'est défini dans l'article 7 de la loi JO française, machin, etc. Et donc ça c'est des risques qui sont considérés comme graves. Alors qu'on fournisse un système qui aide les autorités à détecter quelqu'un qui va se faire piétiner par une foule, un départ de feu ou potentiellement un acte grave, attentat ou autre, parce qu'effectivement un non-respect du sens de circulation ou utilisation d'une arme, tu peux te dire que c'est pas forcément il y a anguille sous caillou, donc c'est plausible. Je pense que pour ce genre de situation,
ça vaut quand même la peine de mettre une alerte. On n'est pas en train de dire on va faire un système automatisé qui va filer une prune pour tous les mecs qui ont roulé à 32 dans une zone 30. On est dans des événements où il va y avoir des énormes foules. Ouais, il y a quand même, enfin, par rapport à la situation j'allais dire de terreur, on n'en est pas encore là, mais presque de tension, allons-nous dire, actuelle, le fait de prendre des précautions avec cette loi JO, qui en plus ne vaut que pour la période des Jeux Olympiques, si je dis pas de bêtises, elle est éteinte après, ou voilà, c'est pas gravé dans le marbre, quoi. On va pas l'écrire dans la Constitution non plus, hein, faut pas exagérer, donc. Situation exceptionnelle. Situation exceptionnelle, exactement. Et donc, prendre ce type de précautions, je pense qu'on leur en voudrait s'ils ne le faisaient pas et qu'il arrive quelque chose. Donc, voilà. J'avais lu ça aussi, la reconnaissance faciale, ils ont dit, de toute façon, on n'a pas les moyens de croiser les bases d'informations et tout. Nous, on voit une personne, on l'identifie comme étant la personne A, et si on la retrouve 4 coins de rue plus tard, oui, on saura que c'est la personne A, mais on ne sait pas qui c'est la personne A, point. Voilà. Donc, on n'est pas non plus dans c'est Madame Michou, quoi. On n'est pas dans Minority Report, et on la suit, quoi. Voilà, c'est donc. Oui, je suis d'accord, il faut être vigilant. Hein. Dès qu'on utilise ce type de technologie, on l'a déjà dit 1000 fois, on peut avoir une certaine forme de confiance, mais ça n'exclut pas le contrôle et pouvoir se rassurer, pouvoir mettre un cadre, fixer un cadre, etc. Mais dire non à tout systématiquement, sans recul et sans se dire, mais attends, situation exceptionnelle, quoi. Les gars, ça pose problème quand même. Oui, et ce qui est très embêtant dans les articles que j'ai lus, dont un média belge, hein, c'est hyper négatif. C'est une technologie de surveillance, au secours. On nous faisait pas de suivre par satellite. Enfin, c'est limite paranoïa. Alors que je trouve que ça mérite un débat. C'est pas juste. C'est mauvais parce qu'il y a une technologie, ça mérite un débat. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est nécessaire par rapport au risque sur là? Alors, est-ce qu'il y a des moyens de le contrôler? Les moyens de le contrôler, il y aurait des moyens de le contrôler. Si des gens comme la Quadrature du Net se disent « Oh, au secours, j'ai peur qu'on enfreigne les libertés fondamentales », bien ok, mais alors qu'on définisse qu'il y a quelqu'un qui surveille ce que fait cette société, je suis sûr que la société qui le fait sera d'accord, hein, parce que les mecs, ils ne demandent que ça, et c'est probablement des bons évidemment, goûts, c'est leur marché, c'est pas... Oui, moi je pense que, enfin, une fois de plus, moi j'ai rien contre la Quadrature du Net. Moi je pense que les groupes de pression et les groupes comme ça de réflexion et qui posent les bonnes questions. Non, je peux pas me les mettre non plus. Hein, c'est pas la question. C'est pas la question. Non, mais c'est ça. Je dis, moi, souvent, moi, je suis admiratif de leur sagacité, de dire, tiens, j'avais pas pensé à cette question. Finalement, ils ont raison. Il faudrait peut-être un petit peu contrôler ce truc-là. Voilà, il y en a d'autres, hein, Internet Society France et des choses comme ça. Il y a de la réflexion autour de où sont stockées nos données, par exemple, en tout cas en France. Stocker les données des dossiers scolaires, des dossiers médicaux, des choses du genre, et ça met en évidence des manquements, là aussi, par rapport à la vie privée. Bon, ben voilà, mais ici, je les trouve très radicaux, tout d'un coup, je sais pas pourquoi, et très va-t-en-guerre, et je trouve que ça les déforce un petit peu, en tout cas, dans ma vision du rôle qu'ils occupent. Alors, oui, je suis à 50% d'accord avec toi. Moi, je suis content que ce genre d'assos existe et qui disent qu'ils sont pas d'accord. Donc, je ne suis pas contre, au contraire, ce qu'ils écrivent. Je trouve ça dommageable que la presse, une certaine presse, ait tendance à s'embarquer. C'est parce qu'ils sont seuls. Ils sont seuls personne n'ose en parler. Personne ne veut défendre. J'ai l'impression. Personne veut défendre le truc parce que si je défends, je vais faire passer pour qui, etc. David a levé la main plusieurs fois. Je te passe la parole. Oui, moi j'ai un avis sur les questions parce que en Asie c'est un petit peu différent. Je pense que ce qui dérange ici, c'est le fait qu'on installe des caméras tout simplement et pas spécialement la détection derrière, parce que derrière il y a de toute façon la détection. Quand on installe une caméra chez soi, il y a des détections de mouvement pour attirer l'attention quand il y a eu quelque chose qui a bougé, plutôt que de devoir regarder 24 heures de vidéo pour retrouver quelque chose. C'est vrai. Moi je vis en Thaïlande depuis maintenant 14 ans et en 14 ans à Bangkok, il y avait il y a 2 ans 62 000 caméras de surveillance installées dans la ville. Il y en a aujourd'hui plus proche de 100 000. Il y en a absolument partout. Derrière, avec autant de caméras, il n'y a pas les puissances de calcul aujourd'hui, même pour l'Europe, les États-Unis, de faire de la reconnaissance faciale en temps réel pour autant de caméras en même temps. Mais ça
quand il y a un crime, quand il y a un vol ou quelque chose comme ça, c'est extrêmement rapide de retrouver la personne qui l'a commis. Les gens se sentent en sécurité. Ça ne dérange absolument personne. Tout le monde sait qu'ils sont filmés par des caméras. Le public a le droit, sur une demande à la police, donc en reportant un fait et demandant à la police un papier. Après ça, ils peuvent donner ça à l'administration de la ville et recevoir la vidéo de tel numéro de caméra à tel endroit. Donc c'est. Moi je pense, enfin, il faut être vigilant. Une fois de plus, je le répète, il faut être vigilant. Il faut faire attention. J'en entendais encore il y a pas tellement longtemps. Il y avait un avis de recherche d'une personne qui avait fait un méfait ou complice, etc. Et j'entendais l'annonce qui demandait si vous avez des images de caméras de dashcam ou de sonnettes, parce qu'il y a les fameux Ring aussi qui sont capables de filmer, qui filment une partie de la rue toujours. Alors qu'avant c'était interdit, on peut pas faire ça. Mais la police elle-même pose la question parce que voilà. Autre exemple récent, ce malheureux, enfin ce dernier chapitre malheureux de l'histoire de ce petit garçon qui avait disparu il y a quelques mois et dont on a retrouvé les restes en France. Et j'entendais le porte-parole de la gendarmerie française qui disait oui, mais on est en péril, on a du mal parce que on est c'est rural, il n'y a pas de caméra ici. On sait pas faire sans caméra, on sait plus faire une enquête sans caméra, parce que ce serait urbain, là on peut tracer une personne, voir où elle est passée, ici on sait pas. À part un peu la localisation du GSM, on peut pas aller plus loin. Donc la technologie, elle a du bon, elle a du mauvais, il faut trouver le bon dosage, c'est pas simple, et c'est pour ça que je pense que les groupes de pression, ou des gens comme la Quadrature qui analysent les choses et posent les bonnes questions, c'est pas inutile. Après, il y a le rôle de la presse, comme tu dis Sébastien, et qui est un peu plus fou. Il devrait un petit peu chercher des contradicteurs, des gens pour faire un vrai débat, quoi, et que le public ait des vraies questions, parce que du coup, il y a 3 caméras sur un poteau, ça y est, on est fliqué, c'est pire qu'en Chine. C'est triste. Il faut trouver c'est simpliste. C'est simpliste. C'est simpliste. Oui, c'est simplistement triste. C'est une tristitude simplistique. Mais passons à la suite. Je me suis mis un média belge à dos. Oui, enfin, ça vaut mieux ça que la Quadrature. Allez, on passe à la suite. Si vous avez un commentaire, n'hésitez pas, on sera content de vous lire. Dernière lettre de l'abécédaire, après on attaque le dossier, c'est la lettre T comme TSMC. Tiens, j'avais pas préparé cette partie-là du... C'est le dernier sujet, j'avais pas tout lu. Je ne sais pas de quoi il s'agit. David, le billard. Le billard ? Le billard. Le billard. Ce n'est pas le billard, c'est le billard. Donc on ne joue pas avec les queues et les boules, c'est le billard. Voilà. Okay. En anglais, c'est le trillion. Voilà. Et dans les podcasts précédents, je me suis souvent emmêlé parce qu'en fait, en effet, trillion en anglais, c'est billard en français, c'est-à-dire 10 exposants 12. TSMC, qui est le fabricant de puces en silicone, en silicium. C'est pas la même chose. En plastique. Mais vas-y. Voilà, qui fabrique tous les GPU modernes, a annoncé que dans la décennie à venir, ils allaient passer au billard de transistors sur un GPU. On en a déjà parlé dans le passé de TSMC, on a déjà parlé de la densité des transistors, mais ici, ils donnent un chiffre, et je pense que ce n'est pas comme Intel quand ils ont annoncé il y a 25 ans, dans 3 ans ou dans 4 ans, on est à 10 GHz. Ici, je pense qu'ils vont y arriver. C'est l'intelligence artificielle et le computing qui pousse vraiment ça, parce que on a besoin d'avoir beaucoup plus de transistors, et donc c'est un chiffre magique, quoi. C'est une étape que je pense qu'il va être atteinte bientôt. On en a parlé dans les podcasts précédents. Il y a plusieurs technologies qui vont permettre d'atteindre ça, voire même d'aller plus haut, parce que les nouvelles puces que Nvidia va sortir vont atteindre les 200 milliards de transistors.
transistors, donc on est déjà à 20%, donc c'est des fois 5 qu'il faut faire. Il y a tout un tas de techniques, donc au lieu d'avoir simplement une puce en silicium, on va en avoir plusieurs stackées en 3D l'une sur les autres. On va avoir des nouveaux matériaux dont on a parlé du graphane. Il y a tout un tas de techniques, donc voilà, c'est une petite nouvelle légère pour terminer. On verra d'ici quelques années si on y est. Seb, un truc à dire? Oui, alors 2 trucs. Le premier, et couillon, tu vas en vouloir, mais Moulin, ça, ils sont en train de me dire dans l'oreillette que ça va pas trop aller s'ils commencent à dire billard de 1000 sabords. Je trouve que ça va pas, tu vois. Ils préfèrent rester au milliard, 1000 milliards, 2000 sabords. Mais bon, voilà, ça c'était le premier truc, un con. Le deuxième, c'est qu'on a eu un gros coup de stress, David et moi, cette semaine. On s'est dit, parce que, et à mon avis, toute l'industrie tech aussi, parce qu'on s'est dit, oups, est-ce qu'on a perdu TSMC ou pas? Et heureusement, on ne l'a pas perdu, parce qu'il y a eu un gros tremblement de terre à Taïwan, et si effectivement ils étaient touchés, je pense qu'on serait tous en train de se reconvertir au marteau et à l'enclume et à des trucs un petit peu plus physiques que derrière nos PC. On est retour à l'âge de pierre. Parce que les États-Unis n'ont pas encore rapatrié toute la production sur son territoire. Ça prend on n'y est pas, nous. On n'y est pas du tout. En Europe, là, nous oublions tout de suite. Voilà. Et on a tous vu effectivement ces images de ce bâtiment qui a à moitié, c'est à moitié couché. Et par chance, ils ont pu évacuer des gens. Enfin bref, là, je m'égare un peu, mais c'est vrai que ça pose des questions. En même temps, cette île est plutôt sismique, enfin sur une zone sismique. Donc les usines, à mon avis, sont construites de plein pied. C'est pas des tours non plus. Donc c'est mon avis, c'est quand même. Alors, je le sais. On a parlé de billard et on a joué avec ce mot-là. Tout le monde a googlé billard. Je le sens bien. Et vous allez du coup pouvoir voir tous les billards qui sont dans votre environnement proche, puisque Google va vous dire que il y a une salle de billard ici à 1 kilomètre. Il y a Poolgate ici derrière, il y a Billiard Stupor à 3 rues d'ici. Donc voilà, heureusement, on est sauf. Wikipédia est là, et c'est effectivement la première page qui remonte, et billard, je clique dessus, et ça nous explique qu'effectivement, ça vaut 10 exposants 15, voilà, et donc vous avez votre définition d'un billard, qui est donc en échelle longue, l'entier naturel qui vaut 10 exposants 15. Comme ça, on a fait encore un peu de maths en plus, au début de l'épisode, au milieu de l'épisode. Je me suis trompé, j'ai dit 12 avant. T'avais dit 12, oui c'est ça, donc on a même merdé là-dessus. Et on va finir par passer dans les classes à l'école, t'as vu des cours de maths sympas, avec un peu de techno, un peu de maths, un peu d'histoire. Ils disent que c'est pas, entre 12 et 15 c'est pas grave. Déjà ils ont eu de la géo, de l'histoire, il y a tout. Que 3-0 de différence, allez, voilà, donc on fera peut-être un petit peu de maths à la fin aussi si on a encore envie, mais c'est pas dit qu'on ait envie. Donc ce que je vous propose, c'est que puisqu'on est arrivé au terme de notre abécédaire et donc de notre revue de presse de la semaine, dans cet épisode 441, on attaque le dossier, on va parler rétro gaming. Rétro gaming et émulation, parce que ça va sans doute de pair, ça c'est ce que vous allez sans doute nous expliquer, mes petits camarades. On va commencer avec Seb, on va parler les racines, d'où vient ce boom du rétro gaming, pourquoi est-ce que tout d'un coup on s'est dit, tiens, est-ce qu'on jouerait pas à des vieux jeux? C'est parce qu'on vieillit? Oui, eh bien, alors, c'est l'explication la plus facile qu'on va te donner, parce que effectivement, le rétro est plutôt sur des jeux des années 80-90, des jeux qui, pour ceux qui ne nous voient pas, nous, on est 40-50, pour toi, Marc, sans trahir de secret. Proche de 60 même. Voilà. Donc ça fait partie de nos enfances où on a découvert les jeux vidéo et chaque année on avait un peu plus. On est parti de 2 bars à 3 bars à machin, et donc au fur et à mesure on a vu ces trucs arriver. Et donc c'est effectivement, nous on a une forme de nostalgie parce que c'est notre enfance, comme on a ça sur les dessins animés, etc., qu'on repasse beaucoup, mais pas que. En fait, il y a pas mal de choses qui reviennent dans ces jeux vidéo de l'époque et qu'on trouve plus aujourd'hui. Et ça, il y a plusieurs points là-dedans. Le premier, c'est à l'époque, on n'avait pas des graphismes extraordinaires, donc on avait un gameplay.
Donc on avait des histoires, on avait des jeux pour s'amuser parce que effectivement on avait des scénarios qui étaient assez riches et on avait on devait travailler sur quelque chose pour amuser, parce que si tu as juste 3 pixels qui se battent, ça sert à rien, tu sais. Donc on mettait beaucoup de moyens là-dedans. Donc nous on a des histoires, tu vois, ça devait raconter une histoire, ça devait raconter une histoire. Même la plus courte, je pense Pong par exemple, c'est une histoire courte, hein. Ça rebondit. Point. Mais c'est court, mais c'est une histoire. C'est pas juste voilà, il y a quelque chose derrière. Et si je vous parle de Monkey Island, de Larry, de choses comme ça, ou de Indiana Jones, à chaque fois on a des histoires, ça nous rappelle des souvenirs, parce que vraiment il y avait des trucs là derrière, quoi. Et ça c'est et donc il y a ça, il y a le deuxième où effectivement en dehors du gameplay, c'est des jeux où il y a plus de jeux à l'époque où on pouvait jouer ensemble. Alors j'ai joué avec ma compagne sur une console il y a, je sais plus, un an ou deux. Ensemble physiquement, tu veux dire, hein, parce que les jeux en réseau, en réseau, il y a aussi du rétro gaming en réseau. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a beaucoup d'efforts dans les jeux actuels sur la FPS, sur des trucs où on va y avoir de la baston, on va avoir des jeux de bagnole, on va avoir des jeux de foot, mais c'est assez stéréotypé dans les budgets. Versus à l'époque où on avait beaucoup de jeux où on jouait à deux, parce que de toute façon il n'y avait pas de réseau. Hein, donc sinon tu jouais tout seul, tu te faisais chier. Donc ou là, même plus. Hein. Moi j'ai connu des jeux où on se retrouvait à 5 ou 6 dans un salon comme des cons et chacun passait son tour sur la console ou sur le PC pour jouer son petit temps de jeu et puis après on comparait. Et tu me souffles les mots. C'était plus rapide et moins sophistiqué. Donc la plupart des jeux tu pouvais jouer assez facilement. Et donc le plaisir de ces jeux, c'est un peu le pourquoi ils étaient là, et c'est un peu ce qui a fait le succès aussi de consoles comme la Wii. Et là c'était pas trop, parce que on est pas, enfin on commence à être dans le rétro, hein, parce que la Wii a déjà quelques années aussi maintenant. C'est que par rapport à les consoles qu'on avait à l'époque, la Wii, CPU était cramoisi, le GPU voilà. Et donc les perfs des jeux, la seule chose sur laquelle Nintendo pouvait travailler, c'était le gameplay. Et donc c'était de jouer ensemble. Et c'est ce qui a fait le succès de la Wii à l'époque. Et à l'époque, le jeu rétro, c'est un peu ça aussi. T'avais des jeux avec, t'as juste deux boutons, c'est facile à expliquer, t'as pas besoin d'une soirée pour comprendre. Tu bois un verre entre potes et tu pouvais jouer un jeu. C'est drôle, c'est très drôle. Moi, j'ai pas joué beaucoup aux jeux vidéo, mais j'ai eu une période où on jouait à un jeu de Formule 1, je ne sais plus comment il s'appelait, et il y avait effectivement, après X tours, t'avais 30 secondes pour passer, ou 20 secondes pour passer la manette à ton voisin, qui reprenait le relais, et on se marrait comme des bossus avec ce machin-là, parce que ça durait le temps d'un Grand Prix, hein, 1h30, 2 heures, c'était intense, s'il n'y avait pas de sortie de route, c'était très drôle jusqu'au bout, et moi j'ai adoré ces moments-là. Voilà, alors que je suis pas un gros gamer, loin de là, très très loin de là. Donc voilà. C'est un peu... Non, mais tout à fait. Mais je suis très content d'avoir ton expérience aussi, même si on n'avait pas planifié. On avait rajouté, par contre, à rajouter un petit détail, parce qu'il fallait aussi être un petit peu imaginatif si on voulait mettre un peu de sel sur l'enjeu. C'est que nous, on avait foutu un caméscope au-dessus de l'écran de la télévision sur laquelle on jouait, et on avait un second plaisir, un second effet qui se colle, pour rester dans les trucs des années 80. C'était de regarder après nos tronches de cons en train de jouer, en tirant des grimaces pas possibles, la langue, etc. Et ça, c'était drôle aussi, et on se foutait de la bouille des uns des autres. Voilà, mais ça, chacun son truc. Fred, si tu nous écoutes, ça nous a rappelé de bons souvenirs. On passe à David David, hein. David, ça a marché, le rétro gaming? Il y a des pépettes encore derrière? Ça rapporte encore des tutunes? Mais le rétro gaming, ce n'est pas que jeu, c'est également matériel. Donc, il y a la recherche du vieux matériel de l'époque. Ah oui, aussi. Les collections. Beaucoup d'entre nous, en tout cas tous ceux qui ont dépassé la quarantaine, ont la nostalgie d'avoir jeté leur vieille console quand ils étaient plus jeunes,
pour Oui, certains. ou Donc, leur ils ont Amiga, toujours ou à la leur, cave. voilà, tu vois, des trucs comme ça qui ont un peu quand même. Leur console, leur Ouais. PC XT, leur Commodore Aussi. 64, Aussi. leur Atari, etc. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est en vogue. Il y a des gens qui recherchent partout du vieux matériel. Il y a des chaînes sur YouTube, comme par exemple 8-Bit Guys, qui fait des restaurations, des réparations de matériel et des reviews de vieux matériel. Et des Ça rassemblements a aussi. beaucoup de Il y a des des rassemblements comme. rassemblements, Ouais, tout à fait. donc. Et le matériel rétro, avec le temps, devient de plus en plus rare dans les conditions originelles, parce que l'électronique de l'époque, il y a des choses qui ne fonctionnent plus très bien, et des choses qu'on ne trouve plus. Donc un Commodore 64 première version qui avait par exemple la puce audio qui avait tendance à claquer après une dizaine d'années, aujourd'hui, si on en trouve un en parfait état qui fonctionne de manière parfaite, ça vaut de l'or. Dans la boîte originale, sous cellophane, jamais déballée. Comment on dit en anglais, mint, quand on l'achète, on dit quand il est en condition mint, ça veut dire emballage d'origine avec le mode d'emploi qui va bien, etc. Mint ça condition, ça veut dire, ça veut pas dire qu'il n'a pas été déballé, ça veut dire qu'il est en état impeccable. Oui, c'est ça, voilà. Mais en général, avec le mode d'emploi d'origine et enfin tous les accessoires, quoi. C'est ça l'idée. Oui. Et à côté de ça, évidemment, comme il y a pas mal de matériel qu'on ne sait quasiment plus trouver, il y a des gens qui créent des puces compatibles, qui recréent souvent via FPGA, on en a déjà parlé, ce n'est pas du software, c'est l'électronique, parfois aussi avec un microcontrôleur où là c'est du software et on peut remplacer les puces. Il y a des gens aussi qui développent des plaquettes électroniques qu'on peut soit faire fabriquer ou soit acheter, où on peut recréer une machine. Moi j'ai fait ça avec un Apple I. J'ai recréé un Apple I avec les puces d'origine que j'ai acheté à gauche, à droite, essayer de trouver tout. Il y a un petit Raspberry, pas Raspberry, un Arduino micro qui est utilisé pour faire l'interface. Au lieu d'afficher ça sur un écran, ça affiche ça sur un port USB en faux port série. Donc il y a tout un marché, il y a tout du matériel, matériel rétro d'origine. Après, si on n'a pas accès à ces pièces de collection, ou qu'on ne les veut pas parce qu'on va prendre la poussière, ou parce qu'on n'a pas les budgets, il reste toujours la possibilité de l'émulation, c'est-à-dire sur son ordinateur de bureau, par exemple, avoir un émulateur qui va permettre de comment faire fonctionner ces jeux. Ça, c'est possible aussi. L'émulation, tout à fait. Donc l'émulation, c'est faire tourner du vieux matériel sur une machine moderne en recréant de manière virtuelle et en software et parfois en électronique, parce qu'il y a l'émulation software et il y a l'émulation hardware. Hardware, c'est via FPGA où là, on recrée l'électronique de manière programmable. En software, ça a commencé sur PC, ça s'est étendu sur l'écosystème ARM et ça permet de faire fonctionner sur du matériel d'aujourd'hui, sur les écrans d'aujourd'hui, et parfois avec une qualité meilleure qu'à l'origine, souvent, parce qu'à l'époque, on mettait ça sur une TV analogique, et aujourd'hui, il faut utiliser du matériel spécialisé si on veut convertir un signal analogique en 240p de l'époque sur un moniteur moderne. Même sur une TV qui a une entrée composite moderne, il y a beaucoup de choses qui ne tournent pas parce que c'était à l'époque ils utilisaient la moitié des scanlines, donc c'est le mode entrelacé où on affiche les lignes paires et les lignes impaires pour avoir 50 images à la seconde au lieu de 25 pour les yeux.
Aux États-Unis, c'est 60 au lieu de 30. Ouais. Les émulateurs, ça aussi, c'est aussi préserver le passé, parce que il y a tout un aspect historique qui est derrière. Tous ces vieux jeux, c'est l'histoire du jeu vidéo, c'est le début des jeux vidéo. Il y a toute une évolution, et il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui, on ne peut plus acheter. Il y a beaucoup de jeux qu'on ne peut plus acheter, beaucoup de consoles qu'on ne peut plus acheter, et l'émulation est parfois la seule solution pour que tout le monde puisse avoir accès à ça. À un prix Oui, sans devoir dépenser une fortune. Et de pouvoir y toucher, parce que des musées qui commencent à intégrer le jeu vidéo, ça commence à exister un petit peu partout. J'ai peur de dire une bêtise, mais je me demande si la Bibliothèque nationale en Belgique n'a pas, parce que la Bibliothèque nationale en Belgique collecte tout ce qui est publié en Belgique, les journaux, les livres, etc. Et je me demande s'ils n'ont pas commencé aussi à conserver les jeux vidéo pour les stocker, parce que il y a des gens qui font des études et qui analysent le passé du jeu vidéo et qui ont besoin de ces anciens matériel pour les analyser, pour les exhumer en gros et faire une sorte d'archéologie technologique sur ce genre de domaine. Donc les stocker c'est bien, mais enfin voilà, je t'ai coupé, je suis désolé. Et je vois un doigt se lever. Oui, en Belgique, il y a le Pixel Museum, le musée du jeu vidéo. Oui. Qui est à Tour et Taxi. Donc si vous passez à Bruxelles ou si vous habitez en Belgique et que vous allez à Bruxelles, c'est pas très grand, mais ils ont plein de vieilles machines et la plupart en très bon état. Ouais. On a quelques petits musées comme ça Patoche, en Belgique. Namur, musée de l'informatique, qui est pas mal aussi. Mais bon, passons. Mais c'est intéressant à savoir que ça existe. Et si vous voulez faire une visite juste pour vous rappeler, ou montrer aux enfants, parce que ça tu l'as pas dit Sébastien, mais s'il y a un retour de rétro gaming, il y a aussi cette idée de partage. Les parents qui commencent à partapartager avec les enfants, tiens, les jeux vidéo de mon temps c'était comme ça. Et ça fait partie. Comme on regarde les mêmes dessins animés souvent qu'ils ont été revus pour les mêmes ça, ou sortir les vieux vinyles pour écouter de la musique, voilà, c'est un peu ça participe de la même idée. Vas-y David, je t'en prie. Oui, pour le côté émulation, j'ai oublié de mentionner le Raspberry Pi, qui évidemment, qui a énormément de succès. Il y a une distribution émulateur qui s'appelle RetroPie. RetroPie, ça sera dans les liens. C'est un site qui ne propose que l'émulateur. Il n'y a aucun jeu, rien du tout, parce qu'il y a un aspect dont on va parler un petit peu après. Oui. Voilà, ça c'est ce que je voulais rajouter. À un moment donné, il y avait on te proposait aussi des packages de jeux, de 15 jeux dans un émulateur, enfin un émulateur plus 15 jeux, le tout emballé qu'on te proposait à télécharger. Tu mettais juste c'était un exe, tu avais tous les jeux qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, mais qui étaient repris dans le même émulateur. Il y a eu ça à un moment donné. C'était plutôt 15 000, je pense. Oui, ou enfin 15 000, ou c'est des milliards, quoi. Le truc dont tu voulais parler et qui pose problème et qui pourrait poser problème, c'est les ayants droit. Est-ce qu'il y a encore des ayants droit? Est-ce qu'il y a des droits sur ces jeux de rétro gaming? On le sait qu'il y a des droits sur la musique, sur le cinéma, sur la vidéo, etc. Sébastien, tu as un petit peu analysé les bidules. Est-ce que tout ça est bien légal? Alors, oui, tous les warnings, tous les avertissements que vous allez retrouver sont toujours plus ou moins les mêmes, et c'est un des problèmes dans l'émulation, le rétro gaming, c'est que il faut avoir la disquette originale, le CD original, le machin original, pour pouvoir l'utiliser en rétro, ou que ce soit l'éditeur qui te fournisse la ROM pour pouvoir jouer avec. Alors il y a deux niveaux. Soit effectivement les constructeurs se sont lancés dans l'émulation, donc tu vas trouver ça à Nintendo. Nintendo a sorti des trucs. Il y a eu je pense que Sega aussi, mini-consoles, des mini-consoles. Sony en a fait sur les PlayStation, où tu vas pouvoir jouer à des vieux jeux. Et donc en général, quand eux le font, ils te mettent un store derrière, et tu peux du coup racheter les vieux jeux pas très cher, parce que ça a été largement amorti, et tu peux racheter les vieux jeux, et donc là tu as une licence pour jouer sur des Street Fighter premier du nom sur ta console. Donc là évidemment t'as zéro problème.
Si tu le joues sur un Raspberry Pi comme David le proposait, le premier problème, c'est que tu dois, pour pouvoir faire fonctionner, imaginons une vieille Game Boy, hein, parce que voilà, tu dois avoir le système qui faisait tourner la Game Boy. Donc tu as besoin de la ROM. Et là, faut te le fournir. Et là, même, ça fait partie de la propriété intellectuelle de la marque. C'est ça, le fait que tu aies reproduit un CPU, un fonctionnement et quelques devices, c'est une chose. Le fait que tu aies pris le software de la console, là, par contre, en général, c'est pas distribué avec les émulateurs parce que ça fait partie de la propriété intellectuelle et là, tu n'as pas le droit de le distribuer. Et il y a eu effectivement des procès assez récents, comme Nintendo qui vient d'exploser les émulateurs Switch. David m'en voudrait si j'en parlais pas, mais effectivement, il y a Yuzu et tous les autres ont claqué derrière parce que Nintendo a dit c'était gentil. Il faut préciser que là, ce n'est pas l'émulation rétro, là, c'est l'émulation moderne. Actuelle. Et donc là, ça pose beaucoup de problèmes. Parce que la console est toujours vendue et Nintendo veut continuer de vendre ses consoles. Oui, là, on est plus proche du piratage que du voilà. gaming. Non, faut être honnête. L'émulation, David disait, on émule des vieilles consoles. Pas forcément. On émule à partir du moment où une console est sortie. Les gars qui font de l'émulation commencent déjà à écrire des émulateurs pour la nouvelle console. Mais on sort du contexte. On sort du contexte nostalgie. C'est ça. Voilà, c'est ça. On est sur quelque chose. On va jouer sur un jeu qui date d'il y a 3 ans ou moins, même moins. C'est pour ça qu'on n'est pas dans le rétro. C'est pour ça que je dirais plus qu'on est dans le piratage intellectuel, entendons-nous, et donc, du concept. Retrouver des licences, c'est là qu'est tout le problème. Retrouver des licences originales pour aller jouer à un Pac-Man, hein, si tu veux par exemple, c'est impossible. Tu peux plus l'acheter. Donc tu vas avoir la ROM. Le risque est mince parce que voilà, financièrement, tu n'embêtes personne, tu ne laisses personne. Tu ne laisses personne. Et je pense que Pong, de toute façon, le code était peut-être même libre. Et tu le retrouvais en basic quelque part. Mais la plupart des ROM, là, effectivement, c'est difficile de les avoir. D'un point de vue 100% légal. Donc là, c'est un petit peu plus flou de ce côté-là. J'avais une question, je ne sais pas si tu as la réponse, mais ce serait intéressant, et si tu ne l'as pas, peut-être qu'un de nos auditeurs pourrait nous la donner en commentaire. Est-ce que, comme pour la musique, pour la littérature, etc., il y a une durée légale de droit Est-ce que les droits, ça tombe dans le domaine libre comme Mickey est tombé dans le domaine public. En partie. Et là, c'est des dessins animés. Une version de Mickey. Mais est-ce que c'est pareil? Et on connaît la durée ou pas? Parce que quand on parle de jeux des années 80, on est en 2024, c'est déjà 40 ans passés. Ou 40 ans. Alors, de mémoire, c'est 50 ans. De mémoire, donc ça veut dire que si on attend un peu... 50 ans sur une œuvre. Si on attend encore une ça dépend des continents, mais 50 ans, c'est jouable. Sauf si on a redéposé le truc, qu'il y a quelque chose qui a été modifié. Ce qui est leur droit, puisque c'est justement, tu parlais de Disney, Disney a lancé cette procédure pour pouvoir reproduire et relancer à 60 ans, à 70 ans, etc. Bref, mais non, c'était une question que je me posais comme ça, c'est de savoir si ça fonctionne pas. Le droit d'auteur est global. Moi, apparemment, c'est entre 95 et 120 ans pour les droits intellectuels sur les jeux vidéo, d'après ce que je vois là. Oui, c'est vraiment pas... Là, c'est plus générationnel. Ça va bien là. Je voulais ajouter un petit truc à propos du procès récent de Nintendo. Oui, ça concerne l'émulateur Switch à l'origine, qui est là, pas du rétro, c'est du piratage. Là, il n'y a pas de question. Par contre, il y a beaucoup de développeurs d'émulateurs qui ont pris peur. Parce que l'émulateur là qui a été éclaté par Nintendo, ils ont payé des amendes monstrueuses, et donc il y a beaucoup de gens qui font de l'open source, qui font des émulateurs gratuits, qui ont fermé leur projet. Il faut savoir que il y a un concept qu'on appelle le abandonware. Abandonware, on considère que du software ou un jeu qui n'est plus disponible de manière commerciale nulle part, il y a un concept un peu d'usage, je sais pas comment dire en français, fair use en anglais,
que là, l'émulation, c'est plutôt une préservation historique, archivage, et qu'on ne peut pas vraiment être attaquable parce que même si tu voulais l'acheter, tu pourrais pas l'acheter. Mais le problème, c'est que des sociétés comme Nintendo, Sony ou n'importe quel développeur de jeux, s'ils décident aujourd'hui, je vais sortir une console qui a un émulateur dedans et je vais revendre mes vieux jeux d'il y a 30 ans, là, du jour au lendemain, on repasse en mode pirate. Donc, c'est ça le souci. C'est un peu bancal, comme concept. Mais voilà, c'est un peu ce que je disais avec les musées et autres. Ça pourrait être un concept intéressant de se dire, ok, on est dans les rails parce que c'est historique, c'est voilà le premier Tetris, le premier Pong, le premier Space Invaders, le premier que sais-je. Il est disponible gratuitement et sans qu'on paye de frais dessus parce que ça fait partie de l'histoire du gaming et c'est de l'ordre du rétro gaming pour le coup. Et voilà. C'est frustrant de cette manière parce que imagine t'as un Mickey, un dessin animé d'il y a 60 ans, t'as toujours les moyens de le voir. Il y a toujours d'une manière ou d'une autre, il existe dans les archives. La firme existe, la société existe. La société existe, et là tu peux le voir. Sur les jeux vidéo et sur les softwares, c'est pas du tout la même chose. Le jeu vidéo, s'il est plus disponible à l'achat, t'as aucun moyen de jouer aujourd'hui, achète une licence de Street Fighter 1, tu ne sais plus. Et donc, t'as aucun moyen légal de pouvoir accéder à certains jeux, enfin pas à tous les jeux des années 80, 90, etc. Donc, là-dessus, oui, j'ai rejoint David sur le fair use. Si tu ne lèses personne, pourquoi pas. Et à partir du moment où tu crées cette communauté, des firmes comme Sony, Nintendo et autres, ou Sega, voient des opportunités en se disant il y a quand même beaucoup de gens qui jouent avec mon truc des années 80, donc je vais en ressortir et faire un peu d'argent. Là, en général, ça passe assez bien. Mais au niveau des émulateurs, parce que tu as David a cité le Raspberry Pi, sur PC il y a une kyrielle d'émulateurs, sous Linux il y a une kyrielle d'émulateurs encore pire. Sur Android, vous allez pouvoir jouer à des émulateurs. Il y a des émulateurs de PlayStation portable sur les téléphones. Et ça tourne admirablement bien. C'est l'émulateur que même Sony va utiliser. Moi, je me rappelle qu'il y avait quand même un paquet d'années de ça. C'était fin des années 90. Il y avait un émulateur. Est-ce que c'était un émulateur ou une copie ? J'ai toujours un petit doute là-dessus. Mais d'astéroïdes. Vous voyez le truc où il faut péter les astéroïdes avec son petit vaisseau et avancer avec les lettres et machin. En applet de Java. Si vous vous rappelez le truc qu'on aime BD dans une page web ou qu'on utilisait sur une autre. Et c'était fabuleux parce que en plus, il fallait rien installer. c'était dans le navigateur. Aujourd'hui, n'est plus possible. Ou alors tu le fais en HTML et JavaScript. JavaScript, ça existe. Oui, sûrement. Pac-Man en JavaScript, je suis sûr que ça existe. Et dernière bonne nouvelle, c'est qu'avec le DMA et l'arrivée de stores alternatifs sur iPad et compagnie, bien, il y a des émulateurs qui arrivent maintenant dans le monde Apple, pas cautionnés par Apple parce que Apple n'apprécie pas, mais ils n'ont pas le choix parce que c'est des stores alternatifs. Donc c'est quelque chose qui arrive prochainement. Il y a déjà c'est le All Store, il y a déjà des choses dispo, mais ça va on peut espérer que ça continue à augmenter, et donc parce que les iPads et les iPhones sont suffisamment puissants que pour faire tourner quasi toutes les consoles, et donc ça arrive. C'est une bonne chose justement pour l'éducation des plus jeunes. Leur montrer avec quoi on pouvait nous s'amuser quand eux font les difficiles, avec pléthore de processeurs dans leur GPU. Tu voulais rajouter un truc, David ? Oui, un truc, on parlait de fair use et on parlait de sociétés comme Nintendo et Sony par exemple. On a mentionné la PlayStation Mini, la NES Mini, la SNES Mini. En fait, ces mini-consoles qui sont sorties, à l'intérieur, c'est un émulateur open source qui tourne. Donc d'un côté, ils sont contre l'émulation, mais eux utilisent le projet open source dans leur projet commercial pour rendre de nouveau les jeux qui étaient plus disponibles. Donc ça, je trouvais ça assez marrant.
Ça vous a peut-être parlé, vous n'étiez pas très gaming comme moi, mais rétro gaming, tout d'un coup ça vous fait travailler votre imagination, vous vous rappelez de 2-3 trucs de votre jeunesse, quand vous aviez 16-17 ans, vous avez touché à 2-3 trucs, machin, ça donne peut-être un petit peu envie de quand même remettre les mains dedans. Ça, on aurait pu en parler aussi, quelles sont les solutions hein, pour se... Je vais arrêter de lever la main, c'est bon. Pour se remettre un peu dans le bain et peut-être partager avec les enfants, etc., etc. Ils ont tous les deux un truc à dire en plus, ils ont toujours un truc en plus à dire. Dès le moment où je me lance dans la conclusion, c'est imparable. Vas-y, David. C'est parce que j'ai dit une connerie que je dois réparer. Voilà. Alors, Exposant 15. Tout à fait désolé. Oui, tout à fait. Sébastien, les éditions Moulinsart sont sauvées. J'ai fait une boulette. Ce n'est pas billard, c'est billion. C'est bien 10 exposant 12. Et donc, en français, on dit 1000 milliards, en fait. Voilà. 1000 milliards. Je suis désolé. On s'est encore emballé avec ces... Donc 1000 milliards, 10 exposant 12. Ah ouais, elle est très claire. 1000 milliards, 10 exposant 12. Billiard, 10 exposant 15. Billion. Voilà, c'est ça. 1000 trilliards de trillions de milliards de sabords. Voilà, c'est ça. On n'y arrivera jamais avec ces chiffres. Non, je pense qu'on va avoir un souci, que de toute façon on va se faire allumer comme des... Voilà, mais c'est pas grave. Voilà, ça fera des vues. De toute façon, ça se voit à nos yeux, on est fatigué. D'ailleurs, j'arrive chez un mort-vivant. Et donc, j'ai un truc, si vous aimez... Un dernier truc intéressant, vraiment, si vous aimez vraiment les vieux jeux, sachant qu'on n'est pas... on n'est pas vieux jeu. On n'est pas vieux jeu, mais les vieux jeux. Il y a une chaîne francophone qui est top là-dessus. C'est le Joueur du Grenier qu'on salue. Oui, bien sûr. Vous allez retrouver plein de vieux jeux et vous allez pouvoir voir de fond en comble et c'est super intéressant. Et vous pouvez le faire avec plein de recherches sur YouTube pour le trouver. Ouais. Comme... Donc, je ne sais pas, je ne vais pas me faire censurer. Donc, disons qu'il y a des mots inattendus qui conduisent à ça, et on a fait le test juste avant, mais on ne peut pas le dire parce que sinon, on ne sait pas ce qui peut se passer. À l'heure actuelle, on ne peut plus rien dire, comme on dit. Ça, on peut encore le dire, par contre. Ouais. Quoique... C'est proche de Supercopter. Oui. Hélico, quelque chose. Ça, on peut dire. Oui. Ça, on peut dire. Mais attention, ça peut faire mal. On a fait le tour de la question, évidemment, sur le rétro gaming, etc. Émulateur, c'était le moment vintage. On l'appelle aussi de temps en temps moment vieux con dans nos épisodes. On peut le dire aussi. Mais comme on est entre vieux cons, on est juste vieux. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci David. Merci Sébastien. Et on se dit donc à très bientôt. N'hésitez pas, toujours les pouces levés, les étoiles, etc. dans les applications de podcast. Ça nous fait un bien fou. À très bientôt.